Une énième bévue des agents de la police municipale à Yaoundé 1 a provoqué un soulèvement sans précédent en milieu de semaine. Un conducteur de mototaxi et son passager ont trouvé la mort écrasés par un camion. Et selon des témoins de la scène, la moto a été déséquilibrée par des agents de la police municipale qui ont aussitôt pris la clé des champs. On parle d'indignation généralisée. Des autorités de l'administration territoriale de part et d'autre ont exprimé leur ras-le-bol. Trop, c'est trop. Il y a urgence de recadrer l'activité de ces agents municipaux qui écument les rues et dont la réputation est de plus en plus ternie par des pratiques peu orthodoxes. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'émission, c'est la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits qui ont marqué la semaine. Bienvenue. Pour cette autre édition, nous sommes en compagnie de Maître Claude Biliga. Joseph-Claude Biliga, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci de m'avoir invité. Ça fait un bail. Oui, ça fait un bon bout de temps. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Nous allons avec vous pendant la 50aine de minutes que va durer cette émission analyser les faits de société, l'actualité au barreau. Et on commence justement par là. L'actualité au barreau a été marquée ces derniers jours par les examens de sortie donnant droit au certificat à la profession d'avocat, le CAPA, mais également l'examen d'aptitude au stage d'avocat. On a été curieux de ce que les examens se sont déroulés tard la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui s'était passé? Jeudi de la semaine dernière, j'étais parmi ceux qu'on avait choisis pour entretenir les candidats à l'examen lors du séminaire national d'imprégnation organisé à Yaoundé à Ouarda, au Palais des Sports polyvalent de Ouarda. Et j'avais un thème qui était, mon thème portait sur la posture intellectuelle du candidat à l'oral. C'est-à-dire, en réalité, l'un de mes confrères avait la posture physique du candidat. Et mon rôle était donc, en réalité, de dire aux candidats comment ils doivent se présenter du point de vue intellectuel. Quels sont les genres de questions qu'on peut leur poser? Comment est-ce qu'ils peuvent répondre à ces questions-là? Mais avant d'arriver, je veux dire... à l'incident, des candidats qui composent jusqu'à 4 heures du matin. Oui, dans mon exposé, je leur avais expliqué que il y a 10 ans, j'étais membre du jury de l'examen d'aptitude au stage d'avocat et que l'épreuve avait commencé autour de 17 ou 18 heures. La première épreuve. Elle a commencé très tard. Et un peu comme cette année-ci. Qu'est-ce qu'il explique? Et la raison, sans tout expliquer, mais elle est celle-ci. C'est qu'au niveau du barreau, on a voulu éviter qu'il y ait ce qu'on appelle l'eau, qu'il y ait des frites des épreuves. Et ça fait que c'est le jour de l'examen que ceux qui sont choisis, généralement les membres du jury, nous avons demandé, en tant que membres du jury, de venir chacun avec une épreuve. Donc, on fait des propositions d'épreuves et on choisit l'une des épreuves. Il y a les débats, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. On choisit l'une des épreuves qu'on peut modifier. Et maintenant, après, il faut la saisir l'épreuve. Comme il y avait deux épreuves, les saisir, les multiplier, c'est-à-dire les imprimer, les multiplier pour qu'elles puissent être effectives. Donc, imaginez qu'il y a 5400 candidats à peu près. Si une épreuve a une page, ça fait au moins 5400 quelque chose. Et n'oubliez pas non plus que nous sommes dans un pays bilingue où l'épreuve doit être en anglais également. Donc le problème de traduction se pose également. Donc une épreuve qui est faite doit être traduite dans l'autre langue et multipliée. Et comme il n'est pas très clairement indiqué le nombre de candidats de l'une et de l'autre langue, il peut arriver qu'on soit amené à faire beaucoup de tirages plus qu'il en faut. Donc, imaginez donc que par la deuxième épreuve, qu'il y ait soit un commentaire de thèse, soit
s'il faut multiplier... Ce n'était pas un galop d'essai pour le barreau. Organiser ce type d'examen, les enfants auraient pu arriver en après-midi. C'était pour planter le décor, ce n'est pas le sujet le plus important. Maître Claude Biliga, vous avez été témoin de ce soulèvement que les populations de Yaoundé ont connu et à travers les médias, les réseaux sociaux, nous aussi, à travers le pays et bien au-delà, ce soulèvement a nul autre pareil à la suite d'une énième bévue causée par les agents de la police municipale. On rafraîchit la mémoire à travers ce reportage d'Arnaud Guéfoc. Surexcité, réaction spontanée de la foule devant la mort. Nous sommes au quartier Tongolo, à Yaoundé, lieu d'arse présidentielle. Sur la scène de l'horreur, un camion immobilisé, une moto couchée et 2 corps sur le carreau. À l'origine, raconte-t-on, une chasse à moto par les agents de la police municipale de Yaoundé 1er. Les gars s'y sont passés et les gars de la mairie se sont mis à les poursuivre. Maintenant, arrêter le derrière de la moto. Maintenant, c'est à ce moment-là que le camion venait. Il a balancé la moto. Le camion était à quelques mètres. Donc, comme ça, vous avez vu, le camion est passé sur le deux coco voyant au sol. Le conducteur de la moto et son passager décèdent sur le champ. Le maire, sollicité, se refuse de tout commentaire et nous réfère à la fourrière municipale. D'abord, à ce point, il n'y a pas un poste de contrôle là. Les gars font le contrôle au niveau de la visite technique. Ce garçon qui a l'accident sortait du passeport et il a traversé, en traversant où il traverse le gazon là, il a percuté le camion. Donc ça ne pourrait être une action des agents communaux qui étaient loin à la visite technique et du lieu de l'accident. Version rejetée par ce témoin oculaire. Sa narration pointe du doigt un agent de la police municipale. Un gars de la mairie, il sort de nulle part. Il a le guidon. Il est la moto. Et poursuivait les gars civils. Il était derrière un taxi. Le gars se fout, il se fout le moto. C'est pour ça que le gars entre dans le roue de camion. Du camion. Et il se met à fuir. En quelques minutes, la mobilisation est impressionnante. L'axe bloqué, la circulation interrompue. Les corps presque confisqués. Le préfet du Foundi arrive en cascade. Ses premiers mots sont sans pitié pour la police municipale. Cette affaire-là, on en a marre, c'est trop. Il tente l'apaisement. 2 Camerounais innocents qui sont partis de leur maison le matin pour chercher leur gagne-pain. Alors, ils ne sont pas sortis pour mourir. Et le premier rapport que j'ai, c'est qu'ils ont été interpellés par des agents. Et je vais vous dire que ceux-là seront poursuivis. Le préfet obtient l'enlèvement des corps pour la morgue, mais la calmie est encore lointaine. La foule se déporte vers la mairie. La route barricadée. Les forces de maintien de l'ordre débordées s'organisent pour encadrer. Les renforts viennent de toutes parts. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre arrive dans un climat tendu. Sa tentative de négociation pour le rétablissement de la circulation est vaine. Il faut agir. Le dispositif d'action est vite constitué. Le commandant de Légion lui-même en première ligne. En quelques minutes, les barricades sont levées, la foule dispersée. Circulation rétablie vers 14 h. Fin du tumulte. Le héros, c'est lui. Appelez le camarade qui a marché là, qui dégage là-bas. Retour sur ce plateau, Maître Joseph Claude Biliga, vous avez été conseiller à la commune de Ndom pendant 18 ans d'affilée jusqu'en 2018. Alors on parle de police municipale, il n'y en avait pas à Ndom, oui. Mais les populations autant que les autorités sont très surprises par ce qui se passe. On a l'impression que ces agents de la police municipale s'improvisent sur nos rues ou dans nos rues. Et on a envie de se dire, est-ce qu'ils ne sont pas encadrés? Est-ce qu'il n'y a pas une structure qui veille à leur formation avant de les mettre
à la disposition des usagers? C'est autant de questions qu'on se pose quand même, non? Puisque lorsqu'il y a ce genre de désagrément, ce n'est pas le premier, on l'a vécu à Douala, on le vit un peu partout. Quand ça arrive, les agents ils prennent la clé des champs ou enlèvent simplement leur tenue pour ne pas être identifiés. Il faut noter que le maire a, parmi ses fonctions, celui de la police, ce qu'on appelle le pouvoir de police. Il a dans les exercices de fonction le pouvoir de police. Et pour le faire, donc, il a fait appel dans les villes comme Douala à certaines personnes pour maintenir l'ordre, la salubrité publique, la tranquillité publique. Ça, c'est le rôle de la police municipale. Et les agents de police municipale qui ne sont pas des policiers, c'est la raison qu'à un moment donné, ils voulaient porter les mêmes tenues que les policiers, on leur a demandé de ne pas le faire. Donc, ils ne sont pas des policiers, mais doivent suivre une formation, pas forcément militaire, mais une formation au moins civique. Le problème qui se pose aussi chez nous, c'est que les gens outrepassent leurs fonctions, font un peu trop de zèle. Et très souvent, ce zèle n'est pas gratuit. Lorsque, par exemple, on veut arrêter, on ne stoppe une personne. La logique voudrait que si la personne ne s'arrête pas, qu'on la laisse partir. S'il y a une plaque d'immatriculation, on enregistre la d'immatriculation. Comme la police le fait naturellement avec les véhicules. Mais les gens, ils veulent mettre du zèle en voulant mettre leur propre corps. Je veux dire, parfois on a vu des gens, même la police normale même, se mettre devant une voiture en servant de barricade. En servant de barricade. C'est des risques. D'autres, on les a vus montant sur la portière, arrêtant les portières de véhicules. C'est du zèle. Mais très souvent, dans notre contexte, ce zèle n'est pas gratuit. Ce zèle est fait parce qu'en réalité, il y a derrière la corruption. Parce que si le travail du policier municipal ou de la police d'une manière générale se limitait au respect de l'ordre public, la tranquillité publique et autres, on comprendrait. Mais en réalité, lorsqu'on arrête ces personnes, c'est généralement pour que la personne donne 500 000 francs et le tour est joué. Donc c'est là où ça pose problème. Donc je dis, c'est bien que ces agents qui sont recrutés fassent leur travail, mais ils doivent faire le travail conformément à la loi, doivent faire leur travail sans excès d'excès et sans mettre la vie de la population en danger. Est-ce qu'à un certain moment donné, on ne permet pas à la police conventionnelle, formée par exemple à Moutenguene, à croiser les bras, rester dans un petit coin de la rue et laisser la police municipale faire leur boulot? Normalement, ça ne devait pas être ça. Je veux dire qu'il doit y avoir le travail de coordonner, c'est-à-dire encadré par la police normale, c'est-à-dire qu'elle soit là, les forces de l'ordre, qui encadrent le travail, c'est-à-dire que les autres devaient venir en appui. Mais on se rend très régulièrement compte que ce n'est plus ça. C'est-à-dire que, vous allez voir, lorsqu'il y a par exemple le contrôle routier, on les voit plein là. Ils sont là, leur rôle c'est de prendre les véhicules en principe. Des effectifs pléthoriques. Des effectifs pléthoriques, mais vous vous rendez compte qu'en réalité, ils sont là juste pour pouvoir arnaquer les populations, prendre de l'argent, parce qu'il en faut. Moi j'en ai été victime une fois. Le gars il me prend, il rentre directement dans ma voiture, je lui demande de descendre. Je lui dis, monsieur, je veux descendre, il me demande de descendre de ma voiture. Et il me dit, alors un peu là, après, il arrive et me dit, est-ce que vous ne pouvez pas me donner de quoi manger ce matin? Je lui dis, monsieur, je vais demander de descendre, je vous donne 2 minutes pour descendre. Comme ça qu'il est sorti. Alors, ils ne jouent pas leur rôle, ils devaient jouer leur rôle. Et c'est ça qui pose problème chez nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un petit pouvoir, 6 minutes sort-il, il a tendance à en abuser, il a tendance à l'utiliser pour d'autres fins que les fins pour lesquelles ce pouvoir lui a été donné. Et il faut dire que cet incident, ces pertes en vies humaines, n'ont pas laissé le ministre de l'administration territoriale de Mabre pour la Tanganyika tout de suite monter au créneau. Le lendemain, il a frappé du poing sur la table en disant « trop, c'est trop, on ne devrait plus vivre ce type de malheur à cause des agents de la police municipale » parce qu'il faut signaler que les cas comme ceux-là s'empilent au fur et à mesure. Reportage. Ce qui se passait hier dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, nous ne voulons pas plus vivre ça, ni à Yaoundé, ni dans la République. Le ministre de l'administration territoriale lève le ton. Il faut mettre les pendules à l'heure, d'abord chez ceux qu'on appelle trivialement Awara. Il m'est revenu que les agents de la police municipale
font les cotisations journalières, hebdomadaires et mensuelles. Et les fonds pour ces cotisations proviennent du racket organisé qui consiste à exiger un certain montant aux conducteurs de moto-taxi chaque jour pour leur accorder le passage dans la ville, y compris dans les zones interdites par le préfet. Paul Atangandi met le doigt sur la plaie. Le professionnalisme des agents de la police municipale remis en question. Nous constatons qu'il y a beaucoup de repris de justice qui exercent le métier de la police municipale. C'est inacceptable. S'agissant justement du décret fixant les modalités de fonctionnement de la police municipale, signé le 9 août 2022 par le président de la République, le ministre Paul Atangandi fait savoir qu'il sera désormais respecté à la lettre. La police municipale doit nous aider à lutter contre le désordre urbain. Au sujet des mototaxis, le membre du gouvernement se veut clair. Il n'y aura plus de mototaxis dans la ville. On nous a dit qu'il y a certaines, je ne sais pas, personnalités qui ont les motos. Non, vraiment, ça, ce n'est pas notre travail. La loi est là pour tout le monde. Les motos qui seront saisies seront vendues aux enchères. Il n'y aura même plus d'amende. À la suite du malheureux incident du 17 avril à Etoudi, les mototaxis sont appelés à se ressaisir. L'ordre doit régner dans ce secteur d'activité, infiltré par les brebis galeuses. À défaut, ils risquent d'être suspendus. À Boya, il n'y a pas de moto-taxi depuis 15 ans. Mais les citoyens vaquent normalement à leurs activités. Si l'activité de moto-taxi est votre gagne-pain, vous devez être des citoyens responsables et non des vandales qui bloquent la route et qui cassent des véhicules, même quand c'est le conducteur de moto-taxi qui a tort. Au sorti de la réunion de crise de ce 18 avril avec les syndicats de moto-taxi, les maires de communes et les différents sous-préfets du Moufundi, la liste des zones de circulation interdites aux motos sera définie par le préfet Emmanuel Mariel Digden. L'identification des vendeurs de motos et des mototaximens, désormais un impératif. Vous l'avez compris, parmi les agents de la police municipale, on retrouve des repris de justice. C'est un profil qui expliquerait des désagréments subis par les populations. On retourne dans les rues pour avoir la perception qu'ont les populations des attitudes des agents de la police municipale. Delphine Fonkoutene, Haroun Nazira. Autorités municipales, syndicalistes du secteur moto-taxi, tous unanimes. On pouvait éviter le drame du 17 avril à Etoudi, à condition. Certains incidents ont lieu parce qu'elles se déroulent sur les zones interdites. Si ce dernier avait respecté de travailler dans les périphéries, peut-être l'incident n'allait pas se produire. Laissons le conditionnel pour parler du présent. Au quotidien, les conducteurs de moto-taxi subissent la charge des gros bras des agents de la police municipale. Que par moment, nous rencontrons les abus de ces agents communaux qui arrêtent les motos d'une manière brute. N'importe qui se retrouve là en tant que police municipale. Et c'est comme ça qu'ils renversent les motos-taxis. Nous avons des camarades aujourd'hui avec les pieds coupés à cause de la police municipale. En face, les motos-taximens sont pointés du doigt. Des as de la conduite en zone interdite. Et pourtant, des sans-papiers. Ils n'ont ni permis, ni carte d'identité, ni le CNI. Nous savons que c'est un gagne-pain pour eux, mais ils doivent gagner leur pain quotidien en respectant la loi. Et nous également, nous allons former nos agents chez la police municipale. La formation est au centre de tous les malheurs de ces policiers d'un autre genre, bien que leur utilité dans la ville soit prouvée. On ne va pas laisser que la capitale soit polluée par les transporteurs par moto. Or, ce mode de transport est important, il est utile. Mais où doit-il exercer? Au vu des lois, c'est la périphérie. À côté de la formation, il y a aussi la nécessité d'encadrer les agents de la police municipale. Et lorsque les conducteurs de moto se plieront à leur tour à la réglementation, on peut être sûr d'être à l'abri des rixes ou autres faits divers entre ces derniers qui se regardent souvent comme chiens et chats. Usage de la force et extorsion lors des interventions, la perception du travail des agents de la police municipale est presque la même chez les usagers de la route à Douala. J'ai vu dernièrement, j'étais en train d'entrer à la gare de Bissenga ici à Douala avec la moto, mais le gars il a complètement bloqué la route et on te tire, donc il te tire comme si c'était le tournage d'un film. Je lui dis même que mon frère, attends que je me présente au moins, non, on te tire de tous les côtés, au moins 10 individus sur toi et là ça frustre déjà l'usager. Ils arrivent devant toi.
Ils ne laissent même pas le temps que tu te présentes. Ils se mettent à tirailler ta moto à tort et à travers. Donc, c'est-à-dire, tu ne t'attends même pas à avoir une interpellation. Ils ne t'interpellent pas. Au fait, tu es en train de rouler, subitement, tu vois des gens, ils sont atterrés sur ta moto, ils tiraillent le guidon, tu te retrouves parfois en train de tomber à même le sol. Déployés sur le terrain pour des missions d'assainissement, il y en a qui, selon ces citoyens, agissent avec un excès de zèle. Quelque part, ils font mieux leur travail, mais d'autre part, ils abusent. Quand ils veulent abuser, ils exagèrent. Ils brutalisent les gens, ils font comme si peut-être c'était des rancunes qu'on les envoie. Donc comme si on les envoie qu'en mission, alors qu'on les envoie faire peut-être de mettre l'ordre et faire sortir les gens qui sont au trottoir de la route. De quoi remettre en question le processus de recrutement de ces agents. On ne peut pas partir dans l'occasion de prendre les anciens rebelles et venir mettre en route en train de graisser les gens. Tous les gens, quand tu vois, sont des bandits. On doit prendre quelqu'un qui n'est pas fréquenté, venir mettre en route pour déranger les gens. On doit enlever tous ces gens, on fait un PAP que quand tu pars comme ça pour acheter le moto aussi. Le gouvernement, ça veut dire que celui qui vend le moto, il y a un versement que ça doit quitter sous l'arme de la moto, ça part au gouvernement. Si les missions assignées aux agents de la police municipale participent à lutter contre l'incivisme et le désordre urbain, leurs méthodes de travail, quant à elles, sont au jour le jour critiquées par les populations. Retour sur ce plateau avec vous, maître Joseph-Claude Biliga. À la suite de ces deux reportages, il y a des aménagements à faire, tant chez les conducteurs de moto que chez les agents de la police municipale. Bien sûr. Moi, je voudrais revenir un peu sur les conditions de moto, des conducteurs de moto, et parler de deux expériences. J'ai eu une, c'est celle là où j'ai eu le tout premier conducteur de moto, c'était au Bénin. On l'appelle les Indiens. Ils ont les chalups, et ils sont bien identifiés avec des numéros. Et pendant que je suis là-bas, je n'ai pas vu une seule fois 2 personnes sur une moto. Au Rwanda également. Au Rwanda, il y a un plus. Non seulement vous êtes seul sur la moto, vous avez un casque. Mais vous avez un casque qui est obligatoire. Et le chauffeur, et le passager. Enfin oui, et le conducteur et les passagers ont des casques. Et vous ne verrez jamais de surcharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a une certaine responsabilité dans cette situation-là. Il ne suffit pas seulement de dicter des lois ou des textes, il faut les appliquer. Lorsque on dit par exemple qu'il ne faut pas qu'il y ait des surcharges, il est anormal qu'on voit 3 personnes, 4 sur une moto en pleine ville passant devant la police, par exemple. À Douala. À Douala. Ça, c'est pas normal. Lorsqu'on dit par exemple qu'au feu rouge, on doit le respecter, vous voyez comment la meute de motos traverse sans considération de feu. La police est souvent là. Elle est prête à blâmer le conducteur de véhicule et en laissant les motos taxis. Mais on a vu par exemple le côté, celui qu'on appelle Amout, ce policier, il a pu gérer, il peut gérer. On a vu à certains endroits, ces derniers temps-ci, du côté de Makepe, je vais dire, là où on est en train de faire la route, on a vu qu'on parvient à les canaliser. Pour peu qu'on veut, c'est une question de volonté. Si on met 2 policiers qui sont là, et que l'un s'occupe principalement d'empêcher, et que ceux qui passent, on prend leur moto, par exemple, on la met à la fourrière, je vous assure, en 1 semaine, ces gars vont se discipliner. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'au Rwanda on réussisse, qu'au Bénin, au Togo, un peu partout on réussisse, et que ce ne soit pas possible chez nous. Parce qu'il y a une sorte de laisser-aller qui permet qu'aujourd'hui les gars prennent le pays en otage. Je me rappelle une fois, ils ont brûlé pratiquement tout dans une fourrière et ils ont pris toute la ville de Douala en otage. Il faut qu'on... Sans compter la prolifération des stupéfiants qui sont vendus même en bonbons. Oui. On en retrouve de plus en plus et ça pourrait expliquer des attitudes inciviques que nous retrouvons dans les rues avec désolation des pays qui n'ont pas forcément un même niveau de développement que le Cameroun, soit aussi rangés, disciplinés, admirés. Il faut vraiment que ça change. Cette semaine, on a vécu la reconstitution des faits parlant du meurtre de Louisette Ngoribel, dont le suspect est son fils unique. Nous retournons à Yaoundé avec cette plume, ce reportage d'Arnaud Ngefak. En escorte, direction quartier Damas à Yaoundé, vers le sentier de la mort.
Ici, la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer que de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa mère, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoameki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, à moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas, c'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un sort. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. Faire des remontrances à son fils, c'est la chose la plus banale, non, maître Joseph-Claude Biliga? Les suites judiciaires de cette affaire pourraient être quoi? Mais avant de parler des suites judiciaires, il faut déjà saluer la police, la gendarmerie, et la présence des caméras de surveillance. Parce que pendant longtemps, les gens se plaignaient du fait qu'il y a des caméras de surveillance partout. Si elles permettent aujourd'hui d'éviter... D'aucuns disaient que c'est juste un décor pour dissuader, de retrouver des assassins, c'est quelque chose de positif. Mm-hmm. Il faut le saluer. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde est averti. Tout ce que nous faisons dehors, on doit savoir que ça peut être... on peut nous retrouver si nous posons des actes négatifs, du genre de vol, cambriolage, meurtre, etc. C'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport à ce jeune homme, qu'est-ce qui suit? Il a avoué les faits, il faut le noter, il a avoué les faits. Je pense que l'enquête va s'achever et il sera traduit devant la justice pour être jugé et condamné. Le reportage indique que ce n'est pas le premier cas. Oui, sa grand-mère serait passée par là. C'est là où ça pose problème. Et moi, j'ai suivi son intervention où il vous dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Est-ce que ce n'est pas un moyen de se défendre? Ce n'est pas un moyen de défense qu'il est en train de se préparer là maintenant, en se disant qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales. Est-ce que ça peut compter? Dans quel cas ça peut compter, ça peut compter. Il y a ce type d'argument peut compter. Il y a ce qu'on appelle les excuses atténuantes, par exemple. Il y a l'excuse absolutoire, c'est-à-dire qu'en réalité, si par exemple vous êtes fou et que vous tuez quelqu'un, on ne va pas vous condamner, on ne va pas vous mettre en prison. Vous allez dans un centre de santé psychiatrique où on doit pouvoir vous soigner. Donc il faut que vous ayez toutes les mentalités. Tu veux dire, il faut que vous puissiez avoir
votre tête pour parler camerounais, pour que lorsque vous posez un acte qui est répréhensible, vous puissiez être poursuivi. Il vient quand même de l'ENAM, c'est un produit de l'ENAM, une école où on forme l'élite. Oui, c'est pour ça que je dis, pour moi, je ne dis pas qu'il est malade. Je dis qu'il est en train peut-être de se trouver une porte de sortie, en évoquant le fait qu'il ne sait pas pourquoi il a tué sa grand-mère et pourquoi il a tué sa mère. Parce que moi non plus, je ne peux pas comprendre qu'un enfant normal qui sort de l'ENAM, qui puisse agir de la sorte. Pour tout à l'heure, vous parlez de remontrances, parce que votre maman vous a fait des remontrances. Vous lui ôtez la vie. Vous lui ôtez la vie. Vous l'aviez fait quelque temps avant votre grand-mère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, on n'a pas encore eu le fin mot de l'histoire. Il y aurait d'autres raisons, peut-être... Oui, il y a des gens qui ont dit beaucoup de choses. Oui. Je souhaite ne pas en parler ici. Moi également. Alors, vous avez évoqué la possibilité d'argumenter pour se défendre en convoquant une sorte d'instabilité mentale. De démence, par exemple. De démence. Et si un psychiatre venait à démontrer qu'il est stable? C'est possible. Oui, mais il va subir les affres de la justice. Dans son cas, est-ce que c'est un meurtre ou un assassinat? Dans tous les cas, que ce soit un meurtre ou un assassinat, parce qu'il y a question de préméditation. Tel qu'il dit, il vous dit, c'est comme s'il n'avait pas préparé. C'est parce que sa maman l'a grondé, il lui a fait des remontrances, que subitement, cette voix interne qui l'amène à poser des actes, c'est de doublement de sa personnalité à agir. Et puis, il extrait de l'argent du téléphone de la mère, puis certainement il a le code. Donc, et en plus, la suite de ce qu'il fait, c'est un téléphone, fait douter effectivement du fait qu'au moment où il posait les actes, il n'était pas lui-même. Puisqu'il fait des actes qu'il pose par la suite, sont des actes de personnes qui a toute sa tête, c'est-à-dire prendre le corps, le démembrer, prendre le téléphone, aller acheter, aller prendre l'argent. Mais même comme si, là également, je pose quand même, je mets une petite réserve. Un homme normal doit-il, après avoir tué sa mère, aller récupérer de l'argent dans son téléphone. Dans son téléphone pour acheter un nouveau téléphone et autres. C'est des choses qui peuvent permettre de comprendre peut-être que c'est pas un gars normal. Parce que son comportement après l'assassinat de sa mère, de sa mère, laisse un petit doute quand même. Hein. Autant on peut se dire que c'est un homme normal qui va couper, découper, savoir qu'on doit nettoyer le sol, mettre dans la valise et faire disparaître. Et il a eu le temps de disposer du matériel pour bien couper. Tout ça, c'est un homme normal. Voilà. Autant on comprend mal que cet homme-là ait pu utiliser le téléphone de sa mère pour pouvoir récupérer de l'argent et s'offrir des choses. Parce que c'est des choses qu'on peut facilement vérifier. Avoir le code de sa mère signifie qu'il y avait un certain niveau de proximité, de confiance entre les deux. Puisque votre code reste assez personnel, on ne le donne pas. N'oubliez pas que c'est son fils unique. Même jusque-là, son fils unique, ce qui est personnel reste personnel. Voilà, nous allons poursuivre sur le fil de l'actualité judiciaire au Cameroun en début de semaine. On a vécu la première audience au tribunal militaire, audience relative à l'assassinat de Martinez Zogo, le journaliste, et la problématique de la responsabilité civile ou non de l'État dans cette affaire a été au centre des discussions. Arnaud Gueffard, une fois de plus. Bataille préliminaire, avocat contre avocat sur le statut de l'État dans l'affaire Martinez Zogo. La Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, au centre des échanges, au nom de la justice et pour la manifestation de la vérité, engage la responsabilité de l'État. L'État, lui, dans sa responsabilité, indique, et l'a toujours dit, que même si ses agents ont pu éventuellement être mêlés, parce que ça c'est un fait incontestable. On estime également par ailleurs, et je pense que les débats ici vont le révéler, qu'un certain nombre de moyens de l'État ont pu éventuellement être mis en œuvre. Dans ce sens, la constitution des avocats contre ces agents plutôt que de les défendre en dit long. Les avocats de la défense, sur la base du droit convoqué, voient l'État civilement responsable plutôt que partie civile. Comme partie civile, l'État estime, il est un peu à l'offensive. Il estime qu'il a un certain nombre de choses à faire valoir. En revanche, comme civilement responsable,
c'est l'inverse. On estime que là, il doit subir les demandes, notamment de la victime ou de ses ayants droit. Le tribunal, lui, fait confiance au débat futur pour trancher, mais accepte déjà cette possibilité de l'État civilement responsable. Là, nous sommes satisfaits parce que le tribunal nous a suivis en indiquant qu'effectivement la DGRE interviendrait comme, n'est-ce pas, civilement responsable. Puis seront cités escalité pour la prochaine audience. Et ce sont les débats qui vont devoir départager si il venait à se trouver que les arguments que nous développons sous une casquette, c'est-à-dire comme partie civile, ne tiennent pas et que le tribunal, dans sa souveraineté et sa majesté, pense que nous sommes plutôt civilement responsables, l'État devra en tirer aussi les conséquences. L'autre demande partagée par l'ensemble des avocats, c'est la communication du dossier de procédure et des pièces du dossier. Les observations du ministère public trouvent dans les dispositions légales la seule possibilité de consultation et le tribunal corrobore. Nous pensons que c'est une régression par rapport aux droits de la défense, par rapport aux droits des accusés. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un en cachant les éléments sur la base duquel vous l'accusez. Le tribunal est également non favorable à la retransmission du procès par voie médiatique. Prochaine audience, le 10 mai, avec à l'agenda la communication de la liste des témoins et ouverture des débats. Ça peut donner lieu à un cas pratique aux étudiants de première année de droit, maître Joseph-Claude Biliga, pour que nos millions de téléspectateurs comprennent davantage ce langage technique. Partie civile ou civilement responsable ou est civilement responsable. Il s'agit de quoi concrètement? Lorsqu'un acte est posé au sein de la société, un acte pénal, on part du principe que la société est attaquée dans son entièreté et que la société est représentée par le ministère public qui défend la société, soit à la suite en flagrant délit, flagrant délit en engageant des procédures d'office, soit à la suite d'une citation directe ou d'une plainte, le ministère public donc défend la société. Et lorsqu'elle défend la société, la personne qui a subi le préjudice a besoin de demander ce qu'on appelle les dommages d'intérêt. C'est elle qui est la partie civile. C'est elle qui est la partie civile. Maintenant, la personne ou la société ou la structure qui a causé du tort à la société, ou à d'autres personnes, à l'individu, aux membres de la société, est appelée civilement... Responsable? Non, attendez. Cette personne est prévenue ou accusée. Oui. Il peut arriver dans certains cas qu'elle a agi parce qu'elle appartenait à une structure, par exemple un employé ou un préposé d'un assuré par exemple. L'assuré devient le civilement responsable, bien que ce ne soit pas l'assuré qui a posé l'acte. C'est pas, vous comprenez. Tout à fait. Mais il peut arriver que la personne qui a posé l'acte soit en même temps la personne qui est civilement responsable. Si par exemple j'ai ma voiture que j'ai assurée en mon nom et que je fais un accident, je suis en même temps prévenu pour les faits qui me sont reprochés, je suis civilement responsable parce que c'est moi qui vais sortir de l'argent pour pouvoir payer. Mais il peut arriver que comme si je suis bien assuré, mon assureur sera garant des condamnations qui seront prononcées contre moi. Donc, moi je ne sortirai pas l'argent de ma poche, je suis bien assuré, mais je suis le civilement responsable, mais je serai, le garant, ce sera plutôt là-dessus. Mais il faut noter une chose. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, il faut noter que les agents qui sont poursuivis sont l'agent de la DGRE. DGRE, qui est la police politique, ou la police secrète si vous voulez. Et la police secrète, c'est l'État. C'est pour cette raison qu'on pense que ces gens ayant agi, peut-être pas pour le compte de l'État, mais ayant agi qualité d'agent de l'État, l'État peut être considéré comme civilement responsable. C'est l'avantage pour les parties civiles d'avoir un bon, entre guillemets, payeur. Parce que le but, en fait, c'est que le civilement responsable sera condamné. Si on condamne, par exemple, les prévenus, ou les accusés, je veux dire, à une peine et au dommage et intérêt,
ils vont subir la peine, mais les dommages d'intérêt, si on reconnaît l'État comme suffisamment responsable, c'est l'État qui paiera ces dommages d'intérêt. Merci vous comprenez l'intérêt qu'il y a. C'est très bien compris. Alors, on va évoluer. Le 9 mai prochain, il y aura une autre audience et ce sera l'entrée en scène des témoins. Oui. Voilà. On aimerait bien comprendre ce que ça va apporter comme suite à cette, je ne vais pas appeler saga judiciaire, on souhaite qu'elle n'en soit pas une. Qu'est-ce qui va changer avec l'entrée en scène des témoins? Il faut noter qu'il y a un certain nombre, il y a eu beaucoup d'étapes qui sont franchies. Il y a eu la garde à vue, oui. Il y a eu au niveau de la police l'enquête préliminaire. L'information judiciaire est terminée. Je suis en train de dire donc qu'il y a beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, nous sommes devant la phase des débats. Tout à fait. Où les juges vont dire si oui ou non, les personnes qu'on a amenées devant le juge militaire, devant eux, les prévenus, devant les accusés, si ces personnes-là sont coupables ou non. Pour asseoir leur conviction, les juges ont besoin non seulement des preuves matérielles telles que les descentes, la reconstruction des faits, etc., mais également les preuves testimoniales, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être vu ou ont entendu. C'est ça l'intérêt des témoins. Ils vont dire, moi, par exemple, j'ai reçu un coup de fil de tel qui m'a dit ceci. On confronte entre ce qu'il a dit et la réalité des faits à travers des questions qu'on pose, par exemple, aux prévenus, etc., avec une possibilité de contestation. Et c'est là l'intérêt des témoins. Donc c'est tous ces faisceaux d'indices qui peuvent permettre d'asseoir la conviction des juges qui vont déclarer coupable tel, et qui vont les déclarer coupables, peut-être acquitter certains, pourquoi pas, et même au niveau de la culpabilité, à quel degré on va déterminer chacun quel est son rôle. Il y a ceux qui ont par exemple des rôles, ils peuvent être d'une manière intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils sont les commanditaires. Par exemple, complicité intellectuelle. Une complicité intellectuelle. Il y a beaucoup d'autres cas. Donc on verra exactement ce que chacun a pu faire. Il faut noter l'intérêt. Tout à l'heure, je parle souvent responsable avec... Oui, en 30 secondes, oui. Avec le problème de fait que l'État peut payer. Mais il faut noter également que l'État peut évoquer le fait que les actes posés par ces personnes sont détachables du service. C'est-à-dire qu'ils sont au service de l'État, certes. L'État ne les a pas envoyés tuer ou bien tuer. Ils n'ont pas reçu une instruction. Bien qu'ils n'ont pas reçu d'instruction, donc les actes qu'ils posent, bien que étant des fonctionnaires de l'État, ne sont pas des actes de service, sont des actes détachables de service, donc n'engagent pas l'État. Merci beaucoup, Maître Joseph-Claude Biliga, pour ces explications juridiques et judiciaires qui ont aidé à la compréhension de ce procès. Eh bien, nous allons parler de tout à fait autre chose. Douala a accueilli en début de semaine la 4e édition du Cameroun Investment Forum. C'était un rendez-vous au cours duquel des investisseurs locaux et étrangers ont écouté l'État sur les opportunités qu'offre le Cameroun. Compte rendu, et Catherine Moukouri. Dans cette salle presque pleine, des acteurs du développement du secteur agricole au Cameroun. Ils sont en quête de financement pour accroître leur productivité. Parmi eux, des investisseurs venus de divers horizons, ici à la 4e édition de la Cameroun Business Forum, pour saisir la meilleure opportunité dans les filières riz, maïs, poisson, lait et palmiers à huile. Mais pour cela, les agriculteurs doivent avoir des garanties. Pour tous ces produits, pour que l'on puisse se produire, transformer, il faut de l'espace, il faut du terrain. Le problème foncier au Cameroun, il est connu. On en parle, on crie, on dit. Aujourd'hui, le titre foncier n'est pas une sécurité, puisque le ministre est capable de vous enlever le titre foncier que vous avez du jour au lendemain. Le titre foncier est considéré comme le premier outil de garantie. L'État, qui dit être conscient des difficultés des agriculteurs à avoir accès au financement, pense que cette plateforme est idéale pour les aider. Le CIF ainsi
marque un point d'ancrage pour la vie dans l'optique de réaliser cette politique dont l'enjeu est critique au développement économique de notre pays. Les conditions d'investissement étant globalement réunies et appelées à s'améliorer à la preuve des réformes, des faits et des difficultés, il est opportun dans ce contexte que les investisseurs puissent saisir les possibilités qui leur sont offertes dans le secteur ou filières prioritaires. Des actions qui visent à impulser l'import-substitution à travers des investissements structurants. Selon le président du GECAM, le Cameroun, c'est 265 milliards d'importations de riz et 200 milliards d'importations de poissons. Il est important d'actionner d'autres leviers qui vont booster la production et la valorisation industrielle. Oh, Ouassandé, comme on l'avait rêvé dans les années 80. On se croirait en Chine ou en Russie que non. Nous sommes dans ce petit village agricole de l'Adamawa. Ici, une emblavure de l'Institut de recherche agricole pour le développement, sur un paddock de plus de 16 000 hectares réservé à l'agriculture. La main-d'œuvre locale a été utilisée pour réaliser ce champ sémencier et des jeunes comme Charles et Jean-Baptiste ne cachent pas leur satisfaction. On a fait 40 hectares, environ, il y a 4 variétés différentes. Il y a Kérina 1, Irak 1, Irak 2, Kérina 3 et Kérina 4. Auparavant, on était en plein chômage, il n'y a pas de travail. Nous sommes en tête de galerie. Mais actuellement, maintenant, nous remercions Dieu, il y a beaucoup de travail. Avec le boulet, on fait tout, on mange avec le boulet. Leur bron qui sort des entrailles de la moissonneuse est en sachet et entreposé dans des magasins. Cette coopérative fait le bilan de sa première campagne semencière. 30 hectares de semences et de blé. Ici, la coopérative a pu réaliser 15 tonnes de semences actuellement disponibles au magasin. La coopérative a déjà moissonné sur tous ces espaces. Elle enrichit les sols avec les déchets de son bétail et envisage la prochaine campagne sur de meilleurs auspices. Comme performance que nous envisageons l'année prochaine, nous espérons aller jusqu'à 100 hectares de production. Au loin, l'ancêtre, l'ex-société de développement du blé, dont les restes renseignent à suffisance de la première tentative infructueuse de faire du Cameroun un pays producteur de blé. On parlait bien sûr du Cameroun Business Forum et on s'est rendu à Ouassandé, Maître Joseph-Claude Miliga. On aurait rêvé de voir des Ouassandés dans pratiquement toutes les régions du Cameroun, qu'on serait une principale destination d'achat des denrées alimentaires en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde? Le Cameroun dispose quand même de tous ces atouts-là, non? On se vante d'être l'Afrique en miniature. En termes de géographie culturelle, on dispose de toutes les terres, le climat nécessaire et même la main-d'œuvre. Pourquoi ça ne décolle pas? Il y a beaucoup de raisons, hein, des causes endogènes, comme on dit, des causes exogènes. Endogène, ça peut être la mauvaise gestion des êtres humains, des responsables de cette structure. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de structures qui existaient, même dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du blé que nous importons. Nous avions Sodéblé, Sodérim, au niveau de la plaine d'Imbo, dans Sodérim, mais il y a également au niveau de Yagua, dans cette zone-là également, il y avait le riz qu'on produisait, qu'on produit d'ailleurs aujourd'hui. Mais il s'est trouvé que malheureusement, si au niveau de la plaine d'Imbo, le riz s'est arrêté, c'est-à-dire la production s'est arrêtée, au niveau de, le nom de l'entreprise m'échappe, je ne sais pas pourquoi. La Sodéblé? La Sodérim? Non, peut-être, non pas Sodérim, au niveau de Yagua, dans cette zone-là. J'ai été dans cette zone. Il se trouve que le riz qui est produit aujourd'hui coûte plus cher. Le riz camerounais coûte plus cher que le riz importé. Ça pose problème. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la subvention? Est-ce qu'il y a un problème à quel niveau? Je ne saurais le dire avec certitude. Donc du coup, c'est l'entreprise agricole qui aurait pu nous permettre d'aller en avant
nous amène en arrière. Il y a eu beaucoup de sociétés qui... Il y a une problématique que le président du GECAM a soulevée, et qui continue d'ailleurs d'insister là-dessus. On parle dans le nouveau projet du GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, un patron, une plantation. Mais on ne peut pas y arriver si la question du titre foncier reste pas résolue. Il n'y a pas de sécurité autour des titres fonciers au Cameroun. On n'est pas toujours sûr que le titre foncier qu'on a aujourd'hui, demain, ne vous sera pas retiré. Il parle de deux choses. Moi, je pense que ce n'est pas seulement le titre foncier. Parce que la cession à la propriété foncière au Cameroun n'est pas forcément par le titre foncier. Il y a ce qu'on appelle les concessions qu'on donne dans les entreprises et autres. On leur donne des concessions sur des espaces assez importants où ils peuvent faire des cultures. Cela ne met pas de côté le problème réel des titres fonciers. Mais je voudrais dire que, sans vouloir contredire le président du GECAM, je voudrais quand même faire noter que l'accès à la propriété pour ces genres d'investissements se passe également par des concessions que l'État peut donner pour pouvoir faire de grandes plantations. Ça ne doit pas être donc, je vais dire, un frein particulier. Maintenant, le problème des titres fonciers est un problème réel. C'est une gangrène qui freine non seulement le développement des structures, des sociétés ou des entreprises, mais également des individus. Vous achetez un terrain devant un notaire en toute bonne foi, on vous donne des livres un titre foncier, vous bâtissez des maisons, et le lendemain, on vous dit que le titre foncier a été annulé, et qu'il y a un autre titre foncier qui est sorti. 4 ou 5 ans après, on rétablit. Ça crée un véritable désordre. Nous le vivons tous les jours ici. C'est-à-dire que... Ce n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Ça ne peut pas rassurer les investisseurs. Ça ne peut pas les rassurer. Parce qu'en fait, il y a ce problème de terre qu'on a évoqué, mais il y a d'autres problèmes. Il y a la sécurité de l'investissement qui passe par exemple par la sécurité judiciaire ou juridique. C'est-à-dire qu'il faut quand même que lorsque tu investis, il faut que tu sois sûr que la justice est indépendante. Elle te permet, lorsque tu n'es pas d'accord, de la saisir pour pouvoir rendre justice, et qu'elle doit rendre justice dans les délais convenus pour vous permettre d'évoluer. Il faut bien que, tout à l'heure on parlait de la police municipale et autres, que lorsqu'on rentre chez soi, qu'on soit sûr qu'on ne sera pas arrêté au détour d'une route, brutalisé par quelqu'un, parce qu'on n'aura pas donné 1000 francs ou 2000 francs, etc. Donc c'est autant d'éléments. Au-delà du titre foncier, il y a le désenclavement des bassins de production agricole. Là, on a cité par exemple de route. On produit de l'huile de palme par exemple en Sanaga maritime, mais il y a des localités qui ne sont pas desservies par des routes et dont la production reste sur place. Et ça, malheureusement, oui. Malheureusement, sur les marchés, on connaît l'inflation, on continue d'en importer. Merci beaucoup, Maître Claude Biliga. Une autre actualité qui a marqué cette semaine, c'est le désarroi des publicistes. Eh bien, les plaques ont été détruites au cours de cette semaine par les autorités municipales. C'était précisément dans la ville de Yaoundé. À travers ce reportage de Karalmeza Tiachoya, nous vous permettons de revivre cette autre actualité. Fuyons dans les Fuyons dans les archives pour essayer de savoir qui a droit à quoi dans l'affichage publicitaire au Cameroun. Petit éclairage avec cette correspondance signée du ministre de la Décentralisation et du Développement local le 4 décembre 2023, dont l'objet porte sur le recouvrement de la redevance publicitaire par les CTD. Georges Elangaobam y indique qu'il lui a été donné de constater que certaines communautés urbaines et communes continuent de recouvrir la redevance publicitaire par le biais de prestataires privés accrédités, en dépit des clarifications et mises en garde, d'où son appel à l'ordre. Je tiens à rappeler que cette recette, lors même qu'elle aurait fait l'objet de délibérations approuvées, est en contradiction avec le Code général des impôts, le Code général des collectivités territoriales décentralisées et la loi régissant la publicité au Cameroun. Y faisant suite, je vous demande de bien vouloir prendre toutes mesures utiles pour en faire cesser la perception dans vos ressorts de compétences respectifs.
Recueillons à présent l'avis du régisseur publicitaire. Selon la loi, c'est les régies de publicité qui ont droit au recouvrement du timbre sur la publicité et non les mairies. Parce qu'en 2013, la taxe sur la publicité a été supprimée et on a maintenu le droit de timbre. La taxe sur la publicité était une taxe communale, dont les mairies avaient le droit en ce moment-là de percevoir cette taxe par les prestataires des régies publicitaires. Donc depuis 2013, ça a été supprimé et le droit de timbre a été maintenu. Ce droit de timbre qui est un impôt, le seul impôt spécifique aux activités publicitaires au regard de la loi. À la mairie de la ville, l'on appelle au respect des procédures. Quand on veut afficher dans la ville de Yaoundé qu'on se rapproche d'une régie publicitaire accréditée par la communauté urbaine de Yaoundé, ayant déjà un agrément du MINCOM. Donc ce sont ces régies qui sont en charge de vendre des espaces publicitaires pour le compte de la ville de Yaoundé. Parlant justement du ministère de la Communication, la tutelle prend des dispositions pour encadrer cette activité. Le directeur du développement des médias privés et de la publicité en a parlé dans une interview accordée à Cameroun Tribune. La loi comporte une série de sanctions prévues pour ceux qui exercent une activité dans l'affichage publicitaire. Ce sont là quelques éléments de réponse à la question de savoir qui a droit à quoi dans l'affichage publicitaire au Cameroun. C'est une crise qui va susciter un plateau dans cette édition, une autre édition de la rétrospective de l'information. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions avec des spécialistes du domaine. Nous allons sortir avec cet autre... on va parler d'un intrus dans les domiciles. Ce sont des souris qui ont perturbé la quiétude des populations. Cyril Kouakam est allé rencontrer les résidents des différents quartiers de la ville de Douala. Eh bien, voici le reportage qui nous raconte un quotidien avec des souris. Les souris de Nebelsi, c'est pas ce sont les souris. Où sont les gens aussi dépassés? Les souris qui n'ont pas peur des gens. On est assis comme ça, la souris passe devant nous. Ils nous regardent comme ça. En fait, il revient, il se tient devant toi, il te regarde avec les yeux comme ça là. Next. À la simple évocation de ce petit mammifère rongeur appelé souris, les habitants des quartiers BP Cité et Nobel sont explosifs. C'est vrai que la maison est à côté de la rigole, mais le genre de souris qui sort de ces rigoles, c'est traumatisant. Tu vois, une souris avec une tête bizarre, avec les cheveux blancs sur ça, c'est vraiment effrayant. Ce rongeur, avec un museau parfois pointu et aux oreilles lâches, s'attaque à tout. Planter, ça ronge les plantes, ça ronge le manioc. La patate, c'est la même chose. Ça ancre dans la farine, souvent ça me verse la farine dedans. Souvent ça ancre, ça mange dans la mamie. Tu penses que c'est un enfant qui a mangé ou bien une grande personne. Parfois, même le matin, tu vois les pieds qu'on a rongés même. Les ongles de pied même. Que c'est même là même rongé les ongles de pied. Vraiment, moi je suis dépassé ce genre de souris. Entre plafond, chambre à coucher, salon et cuisine, ces êtres rampants à quatre pattes causent plus de mal à la tombée de la nuit. Soir, en haut là, c'est trop grave. Le défilé de ça. Donc on ne sait même plus comment vivre avec les souris. On cohabite maintenant. Souvent même, tu te lèves à 3 h du matin, hein, c'est eux-mêmes qui zappent même la télé. Ils zappent la télé. C'est la vérité, ne ris pas. Quand tu es en train de rire là, ça m'a même dépassé ici à Nouvelle. Pour se débarrasser de ce rongeur nuisible, à chacun son astuce. Les gens marchent avec le remède, disant les remèdes pour la souris. Tu mets sur la tomate ou bien dans le poisson, ça traverse, ça ne mange même pas. Finalement, peut-être c'est toi qui vas venir encore balayer pour aller jeter ça. Ça esquive toujours. J'ai cherché un gros chat, même, le chat la même fuit même la souris. Tu vois que c'est comment? Vous allez dire que les souris sont les grands-mères. On ne peut pas les tuer. Donc, on les laisse comme ça seulement, on vit avec eux. Sans aucun doute, seul Dieu pourra les sortir de ce cauchemar. C'est désagréable, il y a beaucoup d'idées reçues autour de la présence des souris. Je vous ai vu vous tordre de rire, Maître Claude Biliga. C'est des histoires vécues, c'est des témoignages de personnes qui
n'en peuvent plus des souris. Non, considérer une souris comme étant une grand-mère, considérer une souris comme étant pas normal. Non, moi je pense que ce sont des bêtes qui ont cette mauvaise qualité de se multiplier rapidement, en grand nombre. Donc, qui rongent les pieds, c'est désagréable. Et essayons d'être propre. Il est vrai que même lorsqu'on est propre, on les trouve dans nos maisons. Moi j'en trouve, il y a une là qui est régulièrement dans mon bureau, je la vois, elle passe. Elle me regarde. Peut-être c'est une grand-mère. Je dis pas que c'est une grand-mère. Il y a des produits pour les éradiquer, il y a des produits pour éradiquer ces souris. Je pense qu'on peut les utiliser. Vivement que ces souris disparaissent de nos maisons. Ce sont des grand-mères, qu'elles restent chez elles. Alors c'est pour juste sourire un tout petit peu. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce reportage réalisé par Cyril Kwakam, notre stagiaire, que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Non sans dire merci à notre invité, maître Claude Biliga, qui a fait le déplacement. Joseph-Claude Biliga. Joseph-Claude Biliga. Oui. Merci d'être venu. Oh, merci de m'avoir invité. Je suis content de participer pour la première fois dans vos studios, dans cette émission. Ouais. Parce que j'ai été là plusieurs fois. Vous étiez au débrief. Oui, j'ai été au débrief, j'ai été dans d'autres Canal Presse, oui. Oui, même pour la promotion de mon livre, j'étais là, mais aujourd'hui, c'est la première fois que je viens Je rappelle, vous êtes également poète. Vous avez écrit Cadence poétique, vous venez d'écrire Du miel et du vinaigre, chronique séquentielle d'une vie. On aura l'occasion d'en reparler, peut-être écrire un poème pour Canal 2 International ou pour l'émission La Rétro. Alors, mesdames, messieurs, on vous a dit, c'est la fin de ce programme. La rediffusion, c'est lundi à 9h. Quant à moi, je vous retrouve dans une semaine, dimanche prochain, avec le même bonheur. Portez-vous bien et restez sur Canal 2 International. À très bientôt. Au revoir.